Maintenant, on va travailler avec le bilan d'énergie. Le bilan d'énergie, comme je viens de dire, ça ne va pas changer parce que le bilan d'énergie, donc ça reste le même bilan. La seule chose qu'on va remarquer ici, c'est que, bon, en partant de notre bilan général, on se rappelle qu'ici, on a la quantité d'énergie. Je vais chercher mon pointeur, ça va être beaucoup plus facile. Donc ici, on a Q plus W, chaleur plus travail d'arbre. Ça, c'est la partie d'énergie qui va traverser l'énergie de transfert pour soit en variation de température, soit en variation de pression. Donc, on va voir cette terme-là qui correspond à l'énergie des transferts, plus l'énergie qui vient dans les courants. On avait déjà défini ce terme-là. Donc ici, on a l'enthalpie, qui c'est l'énergie interne, plus le travail de flux, P fois V, plus l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors, notre système a une énergie interne, cinétique et potentielle. Dans les cas particuliers de réactions chimiques, généralement, les réactions chimiques dégagent beaucoup d'énergie. Quand on compare et on passe par différents niveaux, on peut dire, mais quand il y a changement de température, okay, les changements d'enthalpie vont être très grands, plus grands que les changements d'énergie cinétique et potentielle. Quand il y a un changement de phase, encore une fois, la variation d'enthalpie va être beaucoup plus grande, mais quand il y a une réaction chimique, il y a encore plus d'énergie. Parce qu'on passe à un autre niveau, on passe au niveau où on va briser des liens entre molécules et ces liens sont très forts, donc il va y avoir une grande libération d'énergie, une grande absorption d'énergie. Donc dans ce cas-là, généralement, à l'entrée, les courants vont porter une certaine quantité d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. L'énergie cinétique va être reliée à la vitesse, l'énergie potentielle va être reliée à l'auteur. Alors, indépendant de s'il y a une différence entre l'entrée et la sortie, cette différence-là peut être appréciable, peut être pas négligeable. Mais dans ce cas-là, les changements d'enthalpie sont très grands et on peut annuler ces deux termes-là. Ça veut dire la somme algébraïque de toutes les variations d'énergie cinétique et toutes les variations d'énergie potentielle vont devenir presque très petites par rapport à la changement d'enthalpie. Ça veut dire le changement d'enthalpie va être beaucoup plus grand que le changement d'énergie cinétique et variation d'énergie potentielle. Même chose pour le système total. Ça veut dire ça, c'est les courants qui entrent, sortent. Ça, c'est la quantité d'énergie cinétique et potentielle au système. Généralement, quand on travaille avec un système réactionnel, le système ne bouge pas. Donc ça, c'est à la zéro. Et le système ne change pas son énergie potentielle. Ça peut changer son centre de masse, mais le changement est tellement petit par rapport à les gros changements de U qu'on peut dire que ça, c'est égal à zéro aussi. Dans un système avec réaction chimique, le bilan d'énergie va prendre souvent cette forme-là. Si le système est en régime permanent, donc cette différentielle de U est égale à zéro. Dans le cas de régime permanent. Et donc, on va rester juste avec ces deux termes-là, égal à 0. Si le système est fermé, c'est MK et HK qui vont être égal à 0, M.K, pardon, et ça va rester Q plus W. Et ici, on va voir le différentiel de U, donc le bilan va revenir à delta U est égal à Q plus W. Ça, c'est notre bilan d'énergie quand on parle en fonction de la masse. Ça veut dire énergie kilojoules par kilogramme. Mais si on le fait en fonction des moles, on revient au même résultat. En fait, c'est le même bilan. La seule chose qui a changé, c'est les unités. L'énergie de Gibbs. C'est sûr que si on va parler d'équilibre, on ne peut pas arrêter de parler de l'énergie de Gibbs. L'énergie de Gibbs, c'est comme nécessaire, c'est obligatoire de parler de l'énergie de Gibbs parce qu'on parle d'équilibre. Et quand on parle d'équilibre, c'est l'énergie de Gibbs qu'on a relié. On se rappelle que l'énergie de Gibbs, G, est égale à l'enthalpie moins la température fois l'entropie. Donc, le système, un système qui cherche l'équilibre va toujours chercher minimiser Gibbs. Parce que l'énergie de Gibbs représente l'énergie, c'est l'enthalpie.
Donc l'enthalpie va toujours chercher une valeur minimale, tandis que l'entropie va toujours chercher une valeur maximale. Donc l'entropie doit être une valeur maximale et l'enthalpie une valeur minimale. Ça fait en sorte que toute cette valeur-là va avoir la tendance, grâce à ce signe négatif, à que GIF doit être minimisé. Tout système va chercher l'équilibre quand il va minimiser l'énergie de Gibbs. Il va chercher un minimum de cette valeur-là dans les conditions de système. Dans cette condition-là, donc on va essayer de représenter l'énergie de Gibbs quand on a un système avec une réaction chimique. Donc pour faciliter les choses, on va définir une réaction chimique comme celle qu'on a définie tantôt, mais cette réaction chimique va être à température et à pression constante et avec juste une phase. On peut, après cette analyse, extendre toute cette analyse-là à n'importe quelle phase. Mais pour faciliter les choses, on va supposer qu'on a juste une phase. Donc, soit que tout le monde est en phase gaz, soit que tout le monde est en phase liquide ou solide. Dans cette condition-là, on se rappelle que l'énergie de Gibbs, G, un système qui on peut considérer comme un mélange. Tantôt, on avait parlé, c'est un mélange réactionnel. Donc ici, il y a un mélange des réactifs et des produits. Ils sont tous mélangés en équilibre. Cette énergie de Gibbs, on avait déjà défini qui est égale à la quantité de moles de chaque composant fois la propriété partielle molaire. Ça veut dire la contribution de chaque composant de leur énergie de Gibbs, mais ce n'est pas l'énergie de Gibbs en état pur, c'est l'énergie de Gibbs qui est là, que cette substance-là va avoir en présence des autres. C'est ça qu'on appelle l'énergie partielle molaire. Donc ça, c'est la définition d'une énergie de Gibbs d'un mélange. Dans ce cas, ça c'est la énergie de Gibbs d'un mélange. Et c'est notre mélange réactionnel. On se rappelle qu'on a décomposé le terme de NI de cette façon-là, les moles initiales plus les coefficients stoichiométriques fois l'avancement. À l'équilibre, l'énergie de Gibbs va avoir la tendance de chercher un minimum. Ça veut dire que cette énergie de Gibbs, qui va dépendre de la température, de la pression, de la phase et bien sûr de l'avancement de la réaction, parce que l'avancement de la réaction, c'est l'avancement qui va me dire combien quantité j'ai de A et j'ai de B. Donc il y a une valeur de X où la fonction Gibbs va chercher un minimum. Donc je peux dériver cette équation-là en fonction de l'avancement à température et à pression constante. On avait dit que la réaction chimique est à température et à pression constante. Donc dans ce moment-ci, cette condition-là, c'est une condition déjà d'équilibre. On avait dit pour qu'il y ait un équilibre chimique, il doit y avoir un équilibre thermique et un équilibre mécanique. Alors, pour qu'on arrive à l'équilibre chimique dans le sens d'équilibre chimique des réactions, pas d'équilibre des phases, on avait déjà étudié l'équilibre des phases, mais dans ce cas, dans la réaction va être gérée par l'avancement. L'avancement doit être optimisé. Ça veut dire l'énergie de Gibbs doit être minimisée. On veut que la dérivée de Gibbs par rapport à X soit égale à 0. Donc, on dérive cette équation, l'équation de l'énergie de Gibbs, ça va être la dérivée de tout ça. L'énergie partielle molaire ne dépend pas de X. La seule partie qui dépend de X, c'est cette partie-là. Le seul terme, c'est ce terme-là qui va dépendre de X. Donc, quand on dérive ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la dérivée de ça, c'est égal à 0. La dérivée de X est égale à 1. Ça va me donner que la somme, cette somme des coefficients stoichiométriques fois l'énergie de Gibbs partielle molaire est égale à 0. Et dans un système réactionnel, ici, il y a une graphique de l'énergie de Gibbs d'une réaction chimique. Ici, dans cette graphique, on peut voir dans l'échelle de la variable dépendante, on a l'énergie de Gibbs ici, et comme les variables indépendantes, on a ici l'avancement de la réaction. Cette ligne pointillée représente l'énergie de Gibbs de mélange idéal.
ça veut dire l'énergie qu'on peut calculer comme la contribution de chaque mole à l'énergie de Gibbs totale à partir de l'énergie de Gibbs des composantes pures. Donc, une ligne droite. Ça veut dire qu'ici, on a l'énergie de Gibbs quand l'avancement est égal à 0. Cette courbe-là va représenter l'énergie de Gibbs. L'énergie de Gibbs qu'on avait calculée tantôt, l'énergie de Gibbs qui est calculée à partir de la contribution de chaque composant fois l'énergie de Gibbs partielle molaire. Cette différence, ici on peut voir que cette courbe-là va chercher un minimum. Et cette minimum-là, qui est donné quand la dérivée de Gibbs par rapport à l'avancement est égal à 0, c'est ça qu'on appelle l'avancement d'équilibre. Cette courbe-là représente l'énergie de Gibbs calculée à l'énergie de Gibbs du mélange, qui est égale à la quantité de moles fois la propriété partielle molaire de Gibbs.